ma présentation, elle se situe en référence à la notion de révolution longue telle qu'elle avait pu être définie au sein des alternatives. Alors, quand je parle de temps long, je me situerai à un quart de siècle, c'est-à-dire 1992-2017. Pourquoi 1992? C'est en référence à la campagne des 500 ans de résistance à la colonisation espagnole, enfin le 5e centenaire, parce que ça a été un élément quand même important et décisif en Amérique latine. On a coutume de parler du point de départ de l'insurrection sabbatiste en 94, mais je pense que cette date 1992, elle est importante. Voilà. Alors, donc dans ma présentation, je ferai un peu, je dresserai très rapidement je relaterai très rapidement les différentes phases politiques qu'il y a pu y avoir au cours de ce quart de siècle. Dans un deuxième temps, j'essaierai d'aborder un peu la diversité et les caractéristiques des mouvements sociaux. Alors, sur le premier point, les différentes phases politiques au cours de ce quart de siècle, donc 92-2017. Il y a la première, c'est qu'on peut situer comme étant la deuxième période de ce qu'on a appelé la longue nuit libérale, néolibérale, et qui est une phase d'accentuation du néolibéralisme avec des privatisations à outrance, avec une dérégulation économique très importante, qui entraîne donc une augmentation du chômage importante, une précarisation, une féminisation, un démantèlement de l'appareil productif, en référence par exemple à, si on prend par exemple l'Argentine ou le Brésil, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui ont été fermées. Et pendant cette phase, donc du début des années 90, donc 92 jusqu'à 2002, on a un mouvement social qui développe des luttes essentiellement sectorielles. Et donc on voit apparaître les mouvements tels que les mouvements des Piqueteros, son travail en Argentine, avec des luttes extrêmement importantes. Il y avait une très grande diversité de mouvements, mais ils ont représenté quand même quelques centaines de milliers de personnes. Il y a des luttes importantes du mouvement indigène en Équateur qui font tomber X présidents. Il y a eu 8 présidents qui sont tombés. Et puis, des premières expériences de récupération d'entreprise au Brésil, au milieu des années 90. Je développe pas plus parce que faut plus du temps. La deuxième phase, on peut la situer 2002-2005, c'est une phase un peu d'éligibilité politique du néolibéralisme. C'est enfin la fin de l'hégémonie absolue du néolibéralisme, avec des changements politiques importants et une série de processus électoraux. Donc entre deux, il y avait eu donc effectivement l'élection de Chavez en 98, il avait pris le son en février 99, et pendant cette phase, il va y avoir des luttes insurrectionnelles importantes et des soulèvements populaires très importants en Équateur et surtout en Bolivie, en référence, ce qu'on a appelé les guerres de l'eau, hein, la Cochabamba, la guerre du gaz, et puis effectivement ce qui s'est passé donc en Argentine, hein, donc, avec le Corralito. Donc cette période, elle entraîne effectivement des changements et elle amorce des changements politiques dans une dizaine de pays à peu près dans la région, et elle résulte aussi d'un début d'accumulation de force quand même des mouvements sociaux. Une troisième phase qui est la phase qu'on peut qualifier de post-néolibérale, et de stabilité des rapports de force. On peut situer en gros entre 2005 et 2011. Donc là, effectivement, j'ai fait référence au changement politique. Et donc, on est dans une phase de mutation, donc avec des changements institutionnels. Donc, au Venezuela, il y avait eu l'Assemblée constituante un peu avant, mais
En Bolivie, en Équateur, il y a des assemblées constituantes qui se mettent en place avec de nouvelles constitutions, donc des changements institutionnels importants. Des formes de participation populaire impulsées par les États, hein, soit au Venezuela, au, en Équateur, en Bolivie, euh, et surtout un retour affirmé de l'État, un développement un peu de retour de l'État, si on prend la Bolivie, c'est réellement la construction d'un État. Mais il faut que j'aille très vite. Euh, on a donc un processus de développement de programmes sociaux pour lutter contre la grande pauvreté. Hein, donc, on a en mémoire le programme Fin Zéro au Brésil. Dans les différents pays où il y a des changements donc institutionnels, il y a effectivement la mise en place de programmes sociaux qui sont générés par les revenus qui sont enfin financés par des revenus qui sont générés par une autre exploitation des ressources. Bon, même si effectivement l'État reprend un peu le contrôle hein, des ressources, même si on ne peut pas réellement parler de nationalisation, hein, c'est plus des renégociations. Enfin, il y a eu des nationalisations dans certains pays, au Venezuela, mais dans d'autres, c'est des contrats qui ont été renégociés avec les multinationales, mais les États retrouvent une certaine marge de manœuvre qui permettent de développer des programmes sociaux. Donc c'est une phase de forte croissance avec mais essentiellement axée sur la valorisation des ressources naturelles. Et donc un programme de néo-développementisme, c'est-à-dire que un modèle de développement quand même extrêmement productif. Euh, et donc il y a effectivement ce qu'on a appelé un peu ça a été un peu l'envolée de l'extractivisme avec des conséquences, des processus de dépossession, avec des dégâts environnementaux. Voilà. J'avais pointé dès 2008 dans un article sur le retour de Bolivie sur les conséquences quand même de ces politiques au niveau environnemental. Mais c'est une phase quand même de mutation importante pour ces pays. Et la dernière phase, c'est le retour des crises économiques et politiques à partir de 2012. Alors paradoxalement, enfin je ne sais pas si c'est paradoxal, mais l'onde de choc de la crise mondiale va avoir une répercussion importante, mais avec un certain retard. C'est-à-dire que la plupart des pays en 2009-2010 continuent à avoir une croissance assez élevée, mais à partir de 2011, il y a des répercussions très fortes. Et donc, ce qui entraîne donc des réductions de budget des États, mise en place de politiques d'austérité, et on va dire que c'est un retournement quand même de la conjoncture sociopolitique, et avec un reflux un peu des forces progressistes nationales populaires. Et donc, on l'a vu ces dernières années avec l'Argentine, le Brésil, où il y a eu des changements de gouvernement, et on le voit aussi avec la crise au Venezuela en ce moment. Parallèlement, c'est le début, c'est un retour un peu de lutte sectorielle, hein. Des luttes des peuples indigènes, des étudiants, des travailleurs. Il faut savoir que la région n'a pas été l'abri non plus de tous les soulèvements citoyens qu'il y a eu de par le monde à partir de 2011, et donc, il y a eu quand même au Chili hein, le mouvement étudiant, il y a eu le mouvement de 2013 au Brésil. Voilà. Et donc là, il y a un retour des luttes importantes par rapport au soja, sur les services publics au Brésil, des luttes des Mapuches et des étudiants au Chili, en Bolivie contre le projet comment, d'infrastructure qui traverse le pays avec la mobilisation autour du type Nice, le recul des luttes en Équateur par rapport à la CONAI et enfin, je sais par la CONAI et qui est la Confédération
peuvent préciser. Je reste vite. Confédération des peuples indigènes. Et donc l'abandon, par exemple, du projet Yasuni donc, en Équateur, et surtout donc des mobilisations contre l'exploitation des minerais, donc ce soit au Pérou, hein, avec le Conga, le plus important, au Chili, au Brésil, en Argentine, au Mexique. Donc poursuite un peu de, on peut dire qu'il y a quand même une poursuite il y a un bouillonnement populaire, mais toujours basé sur des pratiques d'auto-organisation, mais c'est quand même on a changé d'époque hein, par rapport à la période 2002-2011, on va dire. Hein. On peut dire que bon, il y a eu une rupture avec le cycle néolibéral. On est passé, il y a eu une phase un peu post-néolibérale, mais cette rupture, elle a été très variable. Il y a eu la réaffirmation du rôle de l'État et redistribution partielle de la rente extractiviste hein, au bénéfice des plus pauvres, avec des résultats réels. Hein. Une construction un peu des espaces régionaux, hein, parce que ce qu'ils appellent l'intégration régionale avec la mise en place de l'UNASUR. Il y avait eu aussi donc l'ALBA qui était plus axée sur la coopération hein, entre les pays. Donc cette reprise du contrôle des ressources naturelles, elle a permis effectivement de réduire la pauvreté et les inégalités sociales, mais ce projet a eu des limites, hein. C'est-à-dire qu'on était dans un projet qui a été qualifié un peu de modernisateur post-néolibéral et avec un modèle de croissance fondé un peu sur l'assistanat et une régulation entre les capitaux nationaux et étrangers, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, comme les renégociations avec les multinationales. Donc ce réformisme, ce réalisme réformateur, ou la politique du possible, elle a permis un peu de justifier un renoncement à l'engagement de réformes structurelles plus importantes qui auraient permis d'engager, de passer à une phase de réelle rupture avec le néolibéralisme. Les mutations aussi, c'est le rôle aussi de la Chine donc en Amérique du Sud, qui est de plus en plus présent, qui était un des clients, qui est un des clients les plus importants donc au niveau des ressources. Et il y a aussi des processus d'appropriation des ressources énergétiques, de l'eau, de la biodiversité, enfin, qui sont à l'œuvre. À noter que, alors qu'historiquement, la question de la réforme agraire avait été très importante dans les mouvements révolutionnaires en Amérique du Sud, pendant cette phase-là, il n'en a plus été vraiment question. Hormis, il y a eu effectivement une réforme agraire au Venezuela très, très tôt, avec des résultats très... Et par ailleurs, au Brésil, malgré les luttes du MST, il n'y a pas eu l'engagement d'une réelle réforme agraire. Alors, je vais passer au deuxième point, je vais très vite. Il y a beaucoup de choses à dire en une demi-heure, c'est dur. Donc je vais aborder un peu la question des mouvements sociaux, donc pour essayer de préciser un peu la diversité, les caractéristiques et puis le rôle qu'elles ont eu dans les dynamiques de transformation sociale. Ce qu'on peut dire, c'est que pendant la phase écoulée, donc l'Amérique du Sud ou Indo-Afro-Latine a été quand même un des foyers de résistance les plus importants à la mondialisation capitaliste et à l'hégémonie de l'Empire. Et il y a eu une portée, ce foyer a eu une portée quand même significative. Et ce qu'on peut observer quand même, c'est la richesse et la diversité des mouvements sociaux. Alors, je ne vais pas dresser une liste
exhaustive, mais je vais évoquer quand même quelques traits. Bon. Mais avant, je rappellerai quelques événements importants. Tout à l'heure, donc j'ai commencé par rapport à 92, donc le 5e centenaire, les 500 ans de résistance donc, au colonialisme, avec des conséquences importantes qu'il y a eu, donc, le mouvement indigène. Il y avait eu en 94, effectivement, l'insurrection sabbatiste pour l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange nord-américain, la LENA. Mobilisation continentale très importante en 2004-2005 contre l'ALCA, hein, donc qui a mis en échec l'ALCA donc en 2005. Et donc on a eu une résistance au modèle de domination qui se sont traduites de deux manières, c'est-à-dire d'un côté il y a eu avec l'accumulation de force l'élection de nouveaux dirigeants qui sont situés plus ou moins en rupture avec le dogme libéral, et de l'autre donc un renforcement du mouvement social qui en a notamment réactualisé la question de l'appropriation sociale. Indiquer que s'agissant du mouvement social, c'est que le Forum social mondial, donc le premier en 2001 à Porto Alegre, hein, donc la ville n'avait pas été choisie au hasard puisque donc 10 ans plus tôt il y avait eu la gauche du Parti des travailleurs avait lancé donc le budget participatif, qui est une des premières traductions de participation populaire, et donc le premier donc, forum social mondial, donc, qui va avoir un rôle, le mouvement intermondialiste va jouer un rôle extrêmement important donc, dans la région, et surtout contribuer au décloisonnement des mouvements sociaux et créer des liens quand même qui n'existaient pas. Bon, il y a un exemple que je prends toujours, c'était 2002, par rapport aux récupérations d'entreprises, il y avait les ateliers brésiliens qui tenaient leur atelier, et puis à côté il y avait les Argentins, et puis ils échangeaient pas entre eux. Et deux ans après, ils organisaient un atelier ensemble. Et, alors, des expériences continentales impulsées par les mouvements sociaux, bon, il y a eu effectivement un nombre de mouvements sociaux qui ont eu un rôle extrêmement important. Le mouvement des Sans-Terre au Brésil, hein, qui a été créé en 84, c'est un mouvement qui mobilise quand même plusieurs millions de personnes, avec donc les acampamentos, les assentamentos, c'est-à-dire on occupe les terres, tout ça. La Confédération des mouvements indigènes, donc, la CONAI, hein, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a réussi à fédérer à la fois donc, les Indiens de l'Amazonie, les Indiens des Andes et ceux de la côte. Les mouvements piqueteros que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, qui ont joué un rôle important entre 92 et 2006, notamment pour obtenir des droits pour les chômeurs. Les mouvements de récupération d'entreprises, donc qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ont commencé au Brésil, qui existent aussi donc, en Argentine et en Uruguay. Hein. Bon, en Argentine, aujourd'hui, c'est plus de 420 entreprises récupérées. Donc, à la fin de l'été, nous participerons à la 6e rencontre internationale de l'économie des travailleurs, là, donc rencontre mondiale sur les. Et donc, il y a un processus qui se poursuit, hein, là, y compris là, actuellement, il y a des dizaines d'entreprises qui sont occupées. Hein. Évoquer aussi des mouvements qui sont peut-être plus locaux, mais qui ont une portée importante. La Fédération des coopératives de logement d'aide mutuelle uruguayenne, la FUCUAM, j'ai écrit un article dans un bouquin qui est coordonné par Franck Godichaud là, sur cette expérience. Comment ne pas parler effectivement de l'expérience des zapatistes là-bas, ça a été Caracoles, donc une expérience, une forme d'orthodoxe, avec des conseils de bon gouvernement qui ont quand même donc qui ont été mis en place à partir de 2003, qui ont une quinzaine d'années d'existence. La marche mondiale des femmes, qui a joué un rôle important, créée en 2000 donc, au Québec, et après donc, qui s'est développé dans la région, qui a joué un rôle dans le mouvement intermondialiste.
Donc tout un tas de mouvements qui se situent un peu en rupture avec les formes de lutte traditionnelles, des pratiques un peu renouvelées, des lieux d'élaboration de nouvelles pratiques sociales qui donc développent des techniques de démocratie active et qui visent un peu à l'émancipation. Le mouvement intermondialiste, donc, qui a joué un rôle important donc, en ce début du XXIe siècle. Parmi les pratiques et les aspects autogestionnaires qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu donc la volonté de socialisation, tentative de contrôle de secteurs de l'économie, des formes renouvelées de participation aux institutions. Donc ça, c'était aussi un peu en lien avec les changements politiques qu'il y a pu y avoir, forme de participation populaire. Le concept de plurinationalité et du point de vivre, notamment donc, en Équateur, en Bolivie. Exercice du pouvoir populaire et d'anti-pouvoir, hein, parce que l'expérience zapatiste se situe plutôt dans l'anti-pouvoir, donc j'y reviendrai plus tard. Des occupations urbaines, c'est-à-dire qu'effectivement des formes d'organisation territoriale, hein, non pas horizontale, mais pas verticale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que des éléments importants, il y a l'émergence du mouvement indigène. Hein. Bon, j'ai débuté mon intervention en parlant de 92. Je crois que c'est un des changements majeurs. Donc, l'indianisme qui a remis en cause, qui a combattu le modèle de domination eurocentrique, qui a contesté la colonialité du pouvoir, hein, c'est-à-dire que des peuples qui étaient complètement exclus hein, des pouvoirs et qui ont développé donc les concepts tels que l'unité dans la diversité, la plurinationalité. Bon, entre autres, le MAS s'est construit un peu, le mouvement dans le socialisme, donc en Bolivie, s'est construit un peu sur cette base-là, en devenant donc un parti mouvement, ce qui évoque quelque chose comme des alternatives, hein, constituer un parti, un instrument politique atypique. Évoquer aussi l'Assemblée populaire des mouvements des peuples de Oaxaca, extrêmement riche, notamment en termes de pratiques militantes, démocratie directe, radicale, comme j'avais écrit un article dans le autogestion sur cette expérience. Donc le mouvement zapatiste que j'ai évoqué tout à l'heure, le rôle qu'il joue au sein du Conseil national indigène au Mexique, pour représenter donc une candidature, enfin, le Conseil national indigène présente une candidature à l'élection présidentielle de l'an prochain, donc au Mexique. Évoquer quand même le processus révolutionnaire vénézuélien qui, bien qu'en crise depuis plusieurs années, hein, moi j'étais au Venezuela en 2015, je suis absolument pas surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'était très perceptible, hein, et même un petit peu avant, hein, Edgardo Lander avait tiré un peu la sonnette d'alarme en 2014. Mais ce processus a permis de développer quand même des programmes extrêmement intéressants, hein, des formes de participation populaire avec une mission sociale, développement endogène de l'économie sociale, mouvement coopératif. Hein. J'ai écrit un article très critique sur la manière dont ça s'est fait, et puis donc des expériences des conseils communaux dont certains continuent à fonctionner et certains très bien. Beaucoup sont en cours d'évitement, mais continuent à fonctionner. Et qui a réactualisé aussi la notion de contrôle ouvrier, hein, quand même, hein, qui fait partie de nos références. Dans la période récente, en réaction au modèle néo-développementiste, il y a eu donc, une évolution donc les niveaux des luttes, hein, je l'ai pointé tout à l'heure. La centralité des luttes s'est déplacée vers la défense du bien commun naturel. Et donc, ce sont de nouveaux mouvements sociaux qui sont développés parce qu'ils sont confrontés à des défis stratégiques différents, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les politiques extractivistes
ont des conséquences extrêmement graves et elles sont accompagnées aussi de ce qu'on appelle une nouvelle phase d'accumulation par des possessions, hein, en référence à travaux de David Gardé. Indiquer que, bon, en Amérique Indo-Afro-Latine, les mouvements sociaux ont profondément rénové la notion d'autonomie et d'émancipation, avec des pratiques de gestion communautaire qui ont valorisé l'autonomie, la conceptualisation. On retrouve des mouvements qui se situent plus dans le contre-pouvoir, hein, de manière traditionnelle, même si c'est un peu, ça a été un peu réactualisé, des formes d'anti-pouvoir, hein, telles que le mouvement sympathiste, et des formes de pouvoir populaire, donc participation, comme ça a été impulsé par les changements politiques. Ce qu'on peut dire, c'est que bon, l'accumulation de force et d'expérience reste quand même des atouts indéniables pour poursuivre dans la voie qui a été esquissée. Et probablement que, quels que soient les changements politiques qui vont se produire, ça reste quand même le véritable acquis de la période, hein, c'est-à-dire cette accumulation de force et d'expérience au cours de ce quart de siècle ont quand même une portée assez considérable. Et, on le voit aujourd'hui dans les pays où il y a eu des changements politiques, hein, l'Argentine et le Brésil, donc il y a quand même euh, un retour des luttes, mais euh, qui portent en eux, en elles plutôt le fruit aussi quand même de l'expérience acquise. En conclusion, je dirais que l'Amérique indo-afro-latine, d'un point de vue politique, reste un des principaux pourvoyeurs de matières premières du capitalisme. Euh, Ça, faute d'alternatives anticapitalistes et de changements structurels. Hein. Euh, faut encore en faire référence aux veines ouvertes de Galeano. Hein. À un moment donné, moi je disais que les veines étaient en train de se cicatriser. Je pense qu'elles se sont réouvertes ces dernières années. Les peuples et les mouvements populaires ont su résister, ont reconstruit une forme de multilatéralisme, ont démocratisé la démocratie, ont réinventé un peu la politique en esquissant des alternatives du XXIe siècle. Mais le rapport au pouvoir reste opposé, hein, il reste entier. Nombre d'entre eux ont contribué donc au changement politique, hein, donc à l'arrivée au pouvoir de gouvernements progressistes. Mais ces expériences montrent qu'il ne suffit pas de conquérir les institutions, que les gouvernements pour engager une rupture définitive, dès lors que le réel pouvoir reste dans les mains, le pouvoir économique, le pouvoir médiatique, le pouvoir militaire, reste dans les mains des capitalistes. Donc le pouvoir réel reste un objectif à conquérir. Et donc, d'où la nécessité de développer l'auto-organisation, construire des formes de pouvoir populaire constituant aux échelons local, régional, national, pour essayer d'avancer vers un pouvoir populaire constitué. Je rajouterai aussi la nécessité de développer l'autonomie, hein, on regarde des expériences qu'il y a pu y avoir. Donc, on peut dire que toutes les ruptures qu'il y a pu y avoir, elles s'inscrivent effectivement dans un temps long, avec des réussites et des échecs. Dans de nombreux pays, il y a eu un processus révolutionnaire qui a été engagé, mais faute d'approfondissement, faute d'accélération, euh, ça les rend relativement vulnérables. Et on le voit aujourd'hui avec le retournement de tendance qu'on peut observer donc à l'échelle régionale, tout au moins dans un certain nombre de pays. Voilà, je vous remercie.